On m'entend bien? Bonjour. Vous avez deviné par mon accent que je suis québécois. Donc, je suis président-chef de la direction de Via Capital. Via Capital est un joueur important, c'est un franchiseur immobilier au Québec. Franchiseur immobilier qui compte 1100 agents immobiliers, une soixantaine d'agences immobilières. On a complété l'année dernière près de 2 milliards de dollars de transactions immobilières au Québec. Via Capital est considéré depuis maintenant 24 ans comme un leader de l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice du consommateur et des agents immobiliers, des agences immobilières. Alors, comment vaincre l'inertie des habitudes et de l'attentisme face aux nombreuses innovations proposées? Quand Hervé m'a proposé ou m'a demandé de venir m'adresser à vous aujourd'hui, je me suis sérieusement posé la question et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut amener un sujet comme celui-là sans tomber facilement dans la philosophie, dans des explications très lourdes? Et donc, je vais essayer de... Mon objectif aujourd'hui, c'est au sortir de la réunion aujourd'hui, que vous ayez, je l'espère, capter une ou deux idées que vous pourriez garder, amener chez vous. Et j'ai Bertrand qui va, de chez SeLoger, qui va faire le lien avec le marché européen à ma suite. Alors, on dit que les collaborateurs, négociateurs, franchisés sont souvent indifférents, voire rétifs, et ne prennent pas à leur compte les innovations malgré leur intérêt réel. Je vais tenter de démystifier ça, en tout cas mon point de vue. Je ne pense pas que l'industrie soit si rétive que ça à adopter les nouvelles technologies, et je vais tenter de vous le démontrer, puis on le fera ensemble, l'exercice. Alors, je vais faire un petit historique des technologies qui ont influencé notre industrie. Alors, au début, il y avait le registre des mandats collaboratifs avec MLS ou non, donc chaque agence, et encore aujourd'hui, les agences ont un registre de leurs propres inscriptions. C'est le cas ici aussi. En 1960, première grosse innovation technologique, le téléavertisseur. Moi, je suis né en 1971, j'ai 44 ans, et quand j'ai débuté en immobilier comme agent immobilier, il y a maintenant 16 ans, en 2000, je travaillais avec cet appareil-là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont travaillé avec cet appareil-là déjà dans leur carrière? Est-ce que c'est venu ici en France? Oui? Non? En 72, une première bannière aux États-Unis adoptait le fax, télécopieur, pour transmettre les documents dans toutes ces agences. Donc, dans la décennie de ma naissance, la plus grosse innovation technologique en immobilier a été le fax. Qui l'utilise encore? Une personne? Puis personne ici utilise le fax? C'est pas très vieux, hein? En 82, l'ordinateur était la machine de l'année. 83, premier téléphone mobile. Les caméras digitales, 1984. Et en 90, le World Wide Web. Ça fait pas très longtemps. Premier SMS, texto. Premier texto, 1992, qui avait été envoyé à l'époque d'un ordinateur. Ils étaient incapables de le faire d'un téléphone à l'autre. Qui utilise le texto dans son travail aujourd'hui? 92. Lancement du premier MLS, MLS.com sur le web, 1996. MapQuest, premier outil de géolocalisation, 1996. En 97, vous reconnaissez? Google. Et en 2004, Facebook. On est en 2015. Qui ici travaille avec Facebook dans le travail? Soyez pas gênés. Pour vrai, là. Levez la main. 2004. Bon, vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas en avant comme moi, là, mais 75% de la salle a levé la main. On est en 2015. Ça fait quoi, ça? 11 ans? 2005, Google Maps. Qui utilise Google Maps? Hey, c'est 10 ans. YouTube. YouTube a été inventé en 2005, mais a été racheté par Google en 2006. Et c'est depuis ce temps-là qu'on les connaît le mieux.
On est à 9 ans, là. Qui utilise YouTube? Qui fait des vidéos pour vendre un bien immobilier? Premier iPhone? 2007? On est rendu à combien? 2007, 2015? Combien? 8 ans? Qui en a un? L'App Store 2008? Hein? Un magasin qui a ouvert ses portes virtuelles en 2008 aussi. Et le iPad 2010. 2010? Qui a un iPad ici? Qui l'utilise pour le travail? 5 ans? Quand vous sortirez d'ici, là, allez vous promener, puis regardez le nombre d'innovations technologiques qui vous sont offertes ou offertes et dont toute l'application est basée sur cet outil-là. Et réalisez que cet outil-là n'existe que depuis 5 ans. Il y a quoi, 130 exposants ici? Au moins la moitié sont mobiles. Au moins la moitié n'existait pas il y a 5 ans, parce que l'outil qu'ils utilisent pour vendre et pour utiliser l'outil n'existait pas il y a 5 ans. 3 ans après le lancement de l'App Store pour iPhone en 2011, 1,5 million d'applications étaient déjà disponibles. Ils sont à 1 500 000. Ce que j'aimerais parler avec vous, c'est d'une notion qui n'est pas de moi, mais à laquelle j'adhère complètement, à savoir, moi je me considère comme un immigrant du web. Pourquoi un immigrant? Parce que le pays où je suis né, en 1971, il n'existe plus. Et quand j'ai débuté en immobilier en 2000, en juin 2000, les outils qui existaient à l'époque, et je n'ai que 44 ans aujourd'hui, ils n'existent plus non plus. Le Pagette, il n'y a plus personne qui a ça au Canada. Vous êtes chanceux, vous ne l'avez pas eu. J'ai débuté, moi, il n'y avait pas de téléphone intelligent. Il n'y avait pas de texto. On utilisait le fax. Il y a une personne gênée tout à l'heure qui a levé la main. Donc, tous les concepts avec lesquels aujourd'hui, moi, j'aurais à travailler si j'étais encore agent immobilier, quand j'ai débuté ma carrière, ils n'existaient pas. Mais tout ce qu'on a regardé ensemble pendant 5 petites minutes, c'est quoi? C'est une accélération du changement. Et il y a très peu d'industries qui sont aussi perméables que l'immobilier au changement technologique. Dès qu'il y a un petit changement technologique, immédiatement, on est une industrie qui l'adopte. Êtes-vous d'accord avec moi? Comprenez-vous maintenant ma réticence à dire qu'on est résistant au changement? Je pense, moi, au contraire, qu'on n'est pas résistant, mais on manque de temps pour digérer le changement dans notre industrie et on manque de perspective sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on fait des choix sans se questionner sur l'impact que notre choix aura sur notre industrie demain. Et une des raisons, c'est l'accélération des changements technologiques. On nous demande aujourd'hui de prendre des décisions sans savoir quel impact ça aura sur notre entreprise demain ou après-demain. Donc, c'est ce dont je voudrais parler avec vous. Et il y a des raisons pour lesquelles, des fois, on est réticent et des fois, ça ne fonctionne pas. Il y a un impact générationnel. Alors ça, c'est une statistique vraiment intéressante. En 2013, l'âge médian des programmeurs aux États-Unis était de 36 ans. 29 chez Google. Je le sais parce qu'en 2013, il se faisait poursuivre par un ingénieur informatique qui était dans la cinquantaine et qui les poursuivait pour agisme. Et donc, 29 ans chez Google. J'y étais cet été. Moi, je dirais que c'est 19. J'ai 44 ans, j'étais un vieillard. J'ai regardé aller sur le campus. C'est pas mon univers. Je suis vraiment, vraiment dépassé. Mais l'âge moyen d'un agent immobilier était de 49 ans. En 2013, aux États-Unis. Ce qui veut dire que les gens qui conçoivent les outils que les agents immobiliers doivent utiliser, il y a un conflit de génération. Le langage est différent. La perspective est différente. Et eux, ils ont grandi dans un univers technologique différent de l'agent immobilier moyen. Il y a donc une différence d'âge, c'est une différence générationnelle. Est-ce que vous la sentez? Autant les jeunes que les moins jeunes.
Nous, chez nous, on essaie d'avoir un équilibre. Bon, on ne gère pas le personnel en fonction de l'âge, mais on essaie d'avoir des gens qui sont pertinents avec, on va y revenir après ça avec les groupes tests, on va être dans les groupes tests, on essaie d'avoir des groupes tests multigénérationnels. Donc, les développeurs ou les franchiseurs, bien naturellement, on choisit des agents qui adhèrent à nos idées pour tester les nouveaux outils. Et avec les groupes tests, je vous dirais qu'on a développé un double standard, c'est-à-dire qu'on est une industrie assez particulière, c'est-à-dire que dans le développement technologique, quand on construit un outil pour le consommateur et que ça ne fonctionne pas, on se remet en question, puis on se dit, on a mal compris le consommateur, on va refaire le truc, on va y repenser, on se questionne, on le retravaille, et on essaie d'être pertinent pour le consommateur. Êtes-vous d'accord? Avez-vous remarqué que les plateformes dédiées aux consommateurs, on est vraiment à l'écoute de notre client, on essaie de voir, lui faire vivre une expérience, lui faire vivre une émotion. Oui? À l'opposé, nous, comme franchiseurs, pour nos clients, qui sont les agences et les agents, quand on lance un outil et qu'on le présente dans le congrès et qu'au bout d'un mois, il n'y a que 5 % des gens qui l'ont utilisé, on ne se remet pas en question. On se dit qu'ils n'ont pas compris. Et là, on essaie de les convaincre qu'ils n'ont pas compris et qu'il faut qu'ils adhèrent à des nouvelles façons de travailler. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, un outil, que ce soit pour le client qui achète ou qui vend une propriété, ou que ce soit un agent immobilier ou un propriétaire d'agence, ben on a le même standard. Donc, si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas d'adhésion, on se remet, nous, en question. On essaie de voir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi il ne l'utilise pas pour adapter l'outil à son besoin. Pour vous donner un ordre de grandeur, Via Capital, au Québec, on a 13 % de part de marché. Donc, sur les 100 000 maisons à vendre en tout temps, on en a tout le temps 13 000. Avec 13 000 maisons à vendre là, uniquement avec notre site web, sur notre principal site qui est viacapital.com, on génère 750 000 visiteurs uniques par mois. Il y a quelques années, MLS représentait 70 % de notre trafic. Vous savez, en Amérique du Nord, on a un système collaboratif où on partage des inscriptions. Il y a un agent collaborateur, un agent inscripteur. Aujourd'hui, et c'est en réduction, MLS ne représente que 30 % de notre trafic. 70 % de notre trafic, nous le générons sur Google et sur Facebook. Nous ne faisons aucun reposting dans aucun autre site que notre site et le MLS. 100 % se fait, et on a un très petit budget, on dépense en AdWords un maximum de 50 000 $ par année. Tout se fait par positionnement du SEO organique. Donc, faites le ratio, 13 000 maisons à vendre, 750 000 visiteurs uniques par mois. C'est un des meilleurs ratios en Amérique du Nord. L'abondance d'offres d'outils web de toutes sortes, dont l'offre directe aux agences agents par différents fournisseurs de services. Donc, il y a une abondance d'offres. Elle est de plus en plus internationale. On en est un exemple. Je suis ici avec des employés de Via Capital et on achète des solutions d'affaires françaises, belges, suisses, allemandes. On ne va plus qu'aux États-Unis. Donc, pour nous, venir ici, c'est une opportunité. Et je vois de plus en plus de joueurs européens venir dans les congrès technologiques américains. Donc, il y a une internationalisation des outils web. La langue est de moins en moins un obstacle. Transactionnel versus relationnel. Nous, chez nous, on gère le web, Internet, tout ce qui est Internet comme un outil. Et c'est principalement, à la base, ce sont des outils qui ont été développés pour le transactionnel. Donc, je vous explique. Transactionnel, relationnel, même médaille, deux côtés. Moi, je pense que les outils technologiques transactionnels, donc toute la partie qui est liée à la gestion de la transaction, devraient être pris en charge par l'agence et les outils relationnels devraient être pris en charge par les agents. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée d'un agent immobilier pour l'industrie, ou le conseiller, vous l'appelez conseiller? C'est ça?
c'est le relationnel. Les outils technologiques qui favorisent le relationnel ou la prise de contact avec un client potentiel ou un client vers l'agent, le reste par l'agence, pour libérer du temps. Parce qu'on dit que, et beaucoup d'outils, on entend ça par les fournisseurs technologiques, ça coûte pas cher, ça prend que du temps. Quand on est dans le relationnel et qu'on a à développer des relations d'affaires, le temps, c'est de l'argent. Et les réseaux sociaux, je vais y revenir après. C'est une citation qui n'est pas de moi. En fait, je l'ai traduit en affaires. Les réseaux sociaux ne sont pas cool, faire de l'argent l'est. Les réseaux sociaux en immobilier, comme dans n'importe quelle industrie, devraient être utilisés uniquement pour favoriser le relationnel et capter de la clientèle, uniquement. On devrait éviter de l'utiliser pour autre chose que ça. Alors, on est encore à assimiler. Alors, on a déjà des nouvelles innovations, je vais en parler après, mais on est encore à assimiler la GED, la gestion électronique des documents. Je pense que vous y êtes. On est rendu là. Hein? Donc, on est en plein dans la GED. Les CRM, j'ai mis CRM, pourquoi? Parce qu'il y a un retour des CRM. Hein? On a connu les CRM des années 90, début 2000, qu'on avait sur nos PC, qui étaient très relation client, mais très transactionnelles. La nouvelle génération des CRM qui font les liens avec les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Donc, les nouveaux CRM, nouvelle génération, avec la mobilité. La signature électronique, qui est une réalité. Nous, en Amérique du Nord, on y est. Donc, chez nous, d'un iPad, l'agent immobilier peut faire 100% d'une transaction sans toucher à du papier. Tout est dématérialisé. Nous, on y est. Donc, c'est une réalité. Les vidéos, qui ne sont pas encore assimilées, hein, on voit vraiment de tout. J'ai vu en Californie des vidéos, ils font des vidéos avec des acteurs professionnels, hélicoptères, musiciens à 35 000 $. Le vidéo pour vendre une propriété de 50 millions de dollars, et j'ai vu des trucs assez moches faits à l'ombre, et on se demande qu'est-ce qu'on a à vendre, mais on est encore en train d'assimiler ça comme industrie. Le big data, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui est vaste. Nous, le big data, on est dedans. Comme franchiseur, on capte beaucoup d'informations. On se rend compte que c'est une grande richesse et on travaille à garder notre data. Hein. C'est économiquement important pour nous de garder pour nous notre data et d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de voir plus loin, être capable d'anticiper ce que le consommateur voudra faire. Les visites immersives, on est encore en train d'assimiler. Écoutez, il y a plein d'offres présentement. On en voit aux États-Unis, on en voit ici. Et on appréhende, on assimile encore Facebook, LinkedIn et Twitter et toutes sortes de nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent. Donc, on n'a pas encore terminé de la recette magique, les bonnes pratiques, l'éthique. On est encore là-dedans que déjà, les vêtements connectés arrivent. J'aurais pu mettre accessoires aussi, hein, les lunettes. Ils vont revenir en force avec les lunettes connectées. Les vêtements connectés. Et plus important pour nous dans l'immobilier, les voitures connectées avec la géolocalisation. Ça va changer encore plus. Là, il va y avoir une mutation chez le consommateur, parce qu'à partir du moment où le consommateur, dans son auto, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau Volvo CX90, le camion. C'est un iPad, hein? Il y a dans le tableau de bord, c'est un gros iPad. On se promène, on voit la géolocalisation. Si demain matin, avec la géoloc, on voit les maisons à vendre, on peut, sur un clic, faire une demande de visite à un courtier, à un agent immobilier. Ça vient de modifier le comportement de l'acheteur parce qu'il a moins besoin de se rendre dans une agence et dans son auto. Et les drones. Les drones, il y a un ralentissement au niveau des drones parce qu'il y a des législations maintenant. Les États ont développé des législations pour ralentir le truc, mais ils sont là. Deux petits trucs qu'on a fait chez nous, trois trucs. On a lancé, vous irez voir sur notre site, un truc vraiment intéressant qui s'appelle Recherche via Capital. Recherche via Capital, c'est quoi? On inverse. 70% des gens, des consommateurs, sont visuels. Donc, ils veulent voir quoi? Les pièces des propriétés. Donc, ils peuvent choisir dans un quartier donné avec la géolocalisation, une cuisine. C'est un système breveté qu'on a lancé il y a 1 mois et demi.
Ils peuvent choisir de voir uniquement les cuisines, les salles de bain, différentes pièces pour arriver plus rapidement. Le texto directement de la fiche de la maison. Donc, je peux texter l'agent immobilier directement. Donc, le consommateur n'appelle plus, il texte et en textant, il laisse son numéro de téléphone. Grosse adhésion à ce produit-là. Et on lance ce mois-ci Agent 911. Est-ce que, quand on appelle les policiers ici, est-ce que c'est 911 qu'on fait ou il y a un autre numéro? 17? Agent 17, qui est quoi? Qui est une application que j'ai achetée aux États-Unis, qu'on a développée pour le Québec, qui est basée sur la géolocalisation. Et je suis extrêmement concerné par la sécurité de nos femmes courtières immobilières. Elles sont vulnérables. Il est arrivé toutes sortes d'histoires. Il y a eu des meurtres, des viols et tout. Donc, on offre gratuitement... Non? On offre gratuitement à toutes nos femmes courtières immobilières chez nous une application avec un protocole de sécurité de nos agences. Donc, on utilise la technologie pour la sécurité de nos courtiers immobiliers, nos agents immobiliers. C'est important pour nous. On le fait gratuitement. On l'a même offert pour 20 $ par année aux agents de la compétition. Je pense que c'est un défi d'industrie de protéger les nôtres. J'espère que j'ai été assez pertinent. En tout cas, vous êtes restés pour la plupart. J'espère que vous m'avez compris, que j'ai été pertinent. J'espère que je vous ai donné le goût de voir la technologie, d'appréhender la technologie, non pas en pensant qu'on est moins bon que d'autres industries. Moi, je pense qu'on est les meilleurs parce qu'on est plus impacté par la technologie. Et écoutez, au plaisir de vous rencontrer. Je vous présente Bertrand Stalder, qui est directeur général de Se Loger. Bertrand va vous entretenir de la réalité française. Merci. Bonjour à tous. Merci. Vous m'entendez ou pas, hein? Oui. Merci de votre attention. Alors moi, je ne vais pas faire un panorama des évolutions technologiques en Europe, mais je vais plutôt faire le focus d'un enjeu technologique à venir qui concerne la géolocalisation, justement, qui est un des sujets qu'on a pu aborder juste auparavant, et vous montrer justement quels sont les défis que notre marché va avoir à affronter face à cette géolocalisation et les enjeux justement de l'adoption de cette technologie qui date déjà d'il y a 10 ans et qui n'est pas pleinement adoptée encore au sein de notre marché. Alors je voudrais commencer en fait par un micro-trottoir, si la technique peut le lancer, juste pour faire parler les utilisateurs sur leurs besoins en termes d'annonces immobilières. C'est des images de qualité. Ouais, des images de qualité. C'est les données du bien immobilier lui-même et puis son emplacement. La localisation, c'est pas très clair parfois. Aussi, s'il y a des métros dans le coin. Des informations sur les charges. C'est bien de savoir déjà c'est à proximité d'un métro, des trucs comme ça. La rue, par exemple, c'est jamais indiqué. De dire vraiment la vérité, la localisation, voilà. La localisation précise et plus de photos. La localisation aussi, on veut savoir où est le bien immobilier. Il manque, je crois, surtout la localisation. La localisation du bien, très précisément, souvent on sent un certain flou. Moi j'ai même parfois l'impression qu'ils le font exprès au final. C'est de pouvoir visualiser l'adresse précise du bien qui est en vente. Mais ça, je pense que c'est lié à des réglementations. Je dirais aussi des images actualisées. On se contente de nous dire l'arrondissement, donc sur des arrondissements qui peuvent être très vastes, c'est pas toujours assez précis, par exemple. Ils mettent la ville, mais ils ne précisent pas forcément le quartier. Avoir des informations exactes sur l'adresse, ça serait intéressant. Moi, ça m'est arrivé alors pas sur Paris, mais en région, en province, de faire une recherche et de me retrouver sur des biens qui étaient à 60 km de l'endroit où je recherchais, par exemple. Quand on cherche, généralement, il y a juste les quartiers, mais il n'y a pas la rue, il n'y a pas le métro proche, voilà.
Bien évidemment, ça me permet d'aller plus vite. On peut voir des très belles offres qui pourraient correspondre à la plupart de nos critères, mais tant qu'on ne sait pas précisément où il est, on s'engagera pas plus, on n'ira pas plus loin. Ça me permet de savoir si ça correspond à une zone que je recherche ou pas. Ça ira plus vite pour moi parce que je contacterai directement l'agence. Ça m'aiderait plutôt dans le choix. Un gain de temps. D'aller directement vers le produit qu'on recherche. Ça me permet par exemple d'aller sur Google Maps et de regarder un petit peu déjà à quoi ressemble le quartier. Ça changerait que je pourrais déjà identifier exactement la rue précise. Ça va permettre d'aller déjà voir en fait en avance où ça se situe et tout ce qui est en proximité, quoi. À quelques rues presque, on se dit qu'on n'ira pas forcément. C'est un gain de temps important sur la recherche. D'être sûr d'être bien dans sa cible et du coup d'enclencher une visite en ayant une relative certitude de ne pas perdre son temps. Pour moi aujourd'hui c'est le critère principal. Ouais. Par rapport au travail. Par rapport au travail, pour les étudiants, leur école. La distance par rapport au RER, enfin les transports en commun. Je conduis pas, donc il faut que je sois sûre qu'il y ait des choses à côté. Une gare, des commerces, des écoles. En Bretagne, c'est plus l'environnement paysager, est-ce que je me plais ou pas dans l'environnement. Ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a des facilités de transport? J'ai déjà refusé de louer des biens parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez bien situés, que je me sentais pas en sécurité, donc j'ai besoin d'avoir toutes ces infos-là. Il y a quand même des zones où on n'a pas envie d'être parce qu'il n'y a pas le métro qu'on souhaite, ou il n'y a pas, c'est pas pratique, ou tout simplement on n'aime pas l'environnement. Les activités, les commerces à côté. Qu'est-ce qu'il y a comme service? Est-ce qu'il y a une banque? Est-ce qu'il y a la poste pas loin, etc. On a les courses du mois à faire, on ne veut pas se balader avec plein de sacs et... Vous allez faire les courses ensemble du coup? Non, on n'habite pas ensemble. On n'habite pas ensemble. Vous cherchez pas ensemble alors? Non. On va emménager avec nos copines respectives. Si pour faire du footing, un parc à côté de chez moi, c'est toujours utile. Je suis un grand sportif, vous pouvez voir. Voilà. Alors l'idée de ce micro-trottoir, c'était déjà d'illustrer, simplement en interviewant quelques personnes dans la rue, de savoir quelle était l'attention qu'ils portaient à la géolocalisation des biens. Est-ce que dans leur recherche immobilière, savoir où se situe le bien était un élément important? Pour aller un peu plus loin, parce que ça reste un micro-trottoir, donc avec une représentativité, je dirais, qui est limitée, on est allé un petit peu plus loin et on a fait un sondage avec Opinionway, donc qui a pris environ 1000 personnes représentatives des Français pour aller leur poser des questions et notamment de savoir quelle était leur perception de la localisation des biens dans le cadre d'une recherche immobilière. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 9 internautes sur 10, même plus de 9 internautes sur 10, qui estiment que la localisation du bien est importante à 2 titres. D'abord pour faciliter la recherche immobilière, leur faire gagner du temps, mais aussi les inciterait à plus visiter le bien, c'est-à-dire à passer à l'acte de la visite plus facilement parce qu'ils auraient moins de crainte de se tromper. On leur a demandé aussi, on s'aperçoit que 2 internautes sur 3 estiment que la localisation précise des biens est une des informations les plus importantes sur l'annonce immobilière. Or aujourd'hui, c'est une information qui est absente ou quasiment absente ou en tout cas parcellaire. Et pour aller encore un peu plus loin, on en a 2 sur 3 qui disent avoir déjà écarté une annonce immobilière parce qu'ils n'avaient pas d'informations suffisamment précises sur cette localisation. Ce qu'on peut constater, ce qui ressort de ces chiffres principalement, c'est surtout que la localisation est aujourd'hui un usage courant pour tous les internautes. Pas simplement dans l'immobilier ou pas spécifiquement pour l'immobilier, mais dans tous nos usages courants. On parlait tout à l'heure de qui avait un smartphone, de qui avait un iPad, qui utilisait Facebook, etc. De la même façon, on pourrait se poser la question, qui utilise des services de géolocalisation aujourd'hui? Tous. Que ce soit pour se déplacer, avoir un itinéraire dans son déplacement, pour aller réserver un taxi ou un Uber, pour aller localiser des amis au travers de Facebook, etc. etc. C'est-à-dire que c'est un usage qui est répandu chez tout le monde. L'internaute a déjà adopté cet usage. Ce n'est pas une question de est-ce que la technologie qui est là depuis 2005, est-ce que l'internaute va l'utiliser?
ils l'utilisent déjà de manière courante, de la même façon qu'ils utilisent aujourd'hui massivement le mobile. Et dans l'immobilier, c'est la même chose. Dans l'immobilier, avant même, je dirais que des services de géolocalisation soient proposés aux internautes, les internautes utilisent ces services, utilisent la notion de géolocalisation. En 2013, j'avais été voir une étude qu'avait menée Nielsen avec Google sur l'analyse des clics et de la recherche immobilière d'un panel d'internautes. Donc c'était en 2013 déjà. Et ils avaient noté que 49% des requêtes sur Google pour la recherche d'un bien immobilier étaient des requêtes géolocalisées et de plus en plus précises. Ce n'est pas simplement recherche appartement Paris, mais recherche appartement Paris, quartier Montmartre, etc., la Villette, donc avec des notions très précises. Donc le premier élément, c'est qu'on est sur un usage courant et les utilisateurs l'adoptent rapidement. Et je voudrais illustrer en fait la difficulté d'une nouvelle technologie, c'est que souvent, on pense qu'on peut la freiner, on pense qu'on peut l'éviter parce qu'on ne la maîtrise pas encore, c'est normal, on a des craintes dessus, mais que voilà, on a le temps de voir. Et en fait, elle nous rattrape généralement, surtout quand l'usage est plébiscité par les utilisateurs. Et finalement, aller à contre-courant, pour prendre une illustration, je vais prendre l'exemple de l'e-commerce. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la distribution et au départ, Internet, la première réflexe, ça a été de dire c'est marginal. Là, on est début des années 2000. Ça n'est pas très important, on a le temps. Et puis ensuite, on va quand même lancer un site Internet. Donc, en l'occurrence, moi j'étais à l'ancienne Fnac, on a lancé Fnac.com. Et là, ça a été le réflexe interne qui a été de dire ah oui, mais là, on est en train de faire concurrence à nos magasins. On va détruire nos magasins. Ne faisons pas notre propre concurrence. Laissons ça aux autres. Le troisième temps, ça a été quand les Amazon, Cdiscount ou l'émergence des marketplaces ont fait que là, ça pesait plus simplement sur l'activité Internet, mais l'activité propre du distributeur, avec des pertes de parts de marché fortes, une concurrence accrue sur le prix, la nécessité de revoir sa politique prix. Et là, c'était le temps de l'inquiétude. C'était le temps de dire « je n'ai pas agi lorsque c'était le moment d'agir, je n'ai pas su embrasser la technologie et aujourd'hui, je me la prends en pleine figure et ce sont d'autres acteurs qui en profitent, qui ont changé le modèle. » Et on pensait que les magasins risquaient de devenir finalement des showrooms où les gens allaient venir en magasin, prendre leur mobile, photographier le code barre, tester le produit et puis ensuite retourner chez eux ou même sortir du magasin ou même dans le magasin commander directement sur une autre plateforme. Je pense que beaucoup de gens autour de la salle l'ont déjà fait dans un magasin. Moi, j'ai déjà fait. Et finalement, c'est à partir du moment où les distributeurs, dans leur grande majorité, et pas simplement en France, hein, aussi aux États-Unis, qui étaient pourtant en avance sur Internet, ont décidé d'embrasser cette technologie, de se dire « Ok, elle est là, elle est utile, elle est demandée. Comment est-ce que je peux l'utiliser à bon escient ?» C'est-à-dire ne pas non plus, je dirais, l'éviter, mais de dire « Ok, elle est là, je la prends. » Et je l'utilise et je la transforme aussi pour l'utiliser, pour qu'elle me soit utile, qu'elle soit pertinente pour mon métier. Et c'est ce que finalement les distributeurs ont fait, notamment avec les services de click and collect qui aujourd'hui vous permettent de commander sur Internet et d'aller chercher directement dans les magasins vos courses ou vos objets. C'est ce qu'ont appelé aussi les distributeurs l'effet repos, c'est-à-dire Research Online, Purchase Offline, c'est-à-dire de plus en plus de dire je vais chercher le consommateur, non pas dans mon magasin quand il est dans mon magasin, mais avant qu'il soit dans mon magasin, sur Internet, pour l'amener dans mon magasin. C'est aussi l'utilisation des outils connectés pour rendre l'expérience utilisateur dans le magasin beaucoup plus pertinente. Cet exemple, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, qui n'a rien à voir avec la géolocalisation, le seul but, il est d'illustrer qu'une technologie, on peut soit décider de la combattre, soit décider de l'éviter, mais le risque souvent, si c'est une technologie pertinente, c'est qu'elle reviennent sans cesse, comme je dirais, comme les vagues de l'océan, et que finalement, au bout d'un moment, elle remporte tout. Et là, on risque d'arriver trop tard si on ne l'a pas embrassée, si on ne l'a pas utilisée
pour son bénéfice. Et ça, c'est aujourd'hui, dans le marché de l'immobilier, une opportunité pour ce qu'on va appeler les early adopters, ceux qui prendront le pas de la géolocalisation dans les premiers parce qu'ils bénéficieront d'un avantage, d'une visibilité différente par rapport à leurs concurrents. L'internaute, lui, c'est simple, il veut de l'efficacité, il ne veut pas perdre de temps, il veut en savoir plus. L'exigence d'un consommateur d'aujourd'hui n'est pas l'exigence d'un consommateur d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et qu'il faut qu'on évolue tous avec ça. Et lui saura nous le rappeler. On a aujourd'hui, on le sait quand on fait les sondages, etc., le marché de l'immobilier, en général, il y a une certaine méfiance de la part des consommateurs vis-à-vis du marché des professionnels. Eh bien, certains parlaient de transparence, c'est tout cet enjeu d'utiliser finalement cette technologie ou ces outils pour reconquérir de la confiance chez le consommateur et pas au contraire augmenter ce risque de méfiance. Pour l'agent immobilier, de toute façon, le particulier qui diffusera son annonce, lui, n'aura pas de crainte par rapport à la localisation. Lui, il cherchera à vendre, à louer son bien le plus rapidement possible. Et donc finalement, l'agent immobilier risque de se marginaliser vis-à-vis du particulier, alors que c'est lui qui a la valeur ajoutée la plus forte. Un autre élément, c'est que par le biais de la géolocalisation, on l'a vu, c'est un moyen aussi de toucher des contacts qui sont plus qualifiés, qui vont répondre à des annonces parce qu'elles correspondent à leurs attentes, parce qu'elles correspondent à leurs besoins. Et dans un moment où on parle de l'abondance aussi de contacts et de la nécessité de travailler sur la productivité, sur l'efficacité des contacts, eh bien c'est un outil qui peut servir à améliorer cette qualification. Et puis c'est aussi un moyen de travailler par la valorisation des biens sur la valorisation du mandat exclusif. Et bien dans le cadre d'un mandat exclusif, oui, je vais peut-être localiser plus précisément votre bien puisque je suis en mandat exclusif. Et dans ce cadre-là, vous aurez une visibilité accrue. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, si on prend la géolocalisation, on en a toujours la même crainte, notamment par rapport au mandat simple, je vais y revenir, mais si on se rappelle, il y a quelques années, on avait une crainte extrêmement forte dans le marché de l'immobilier sur la diffusion des photos. Parce que quand on est passé du papier à l'Internet, on avait cette possibilité de diffuser des photos, un grand nombre de photos, qu'on n'a plus, qu'on n'avait pas auparavant dans le papier ou de manière moins forte. Et finalement, aujourd'hui, 98% des annonces immobilières ont des photos, ont beaucoup de photos, y compris des photos d'extérieur, de façade, etc. Et aujourd'hui, ça paraît une évidence à la fois dans l'usage des utilisateurs, mais aussi dans l'usage des agents immobiliers. Et d'ailleurs, quand on constate le taux de transformation en prise de contact sur une annonce, avec une annonce sans photo ou avec photo, il n'y a pas photo, c'est une évidence. Voilà, c'est un frein à la prise de contact lorsqu'il n'y a pas de photo. Et bien sur la géolocalisation, c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Mais ce qui est surtout important, je parlais de comment on peut adopter, embrasser une nouvelle technologie et se dire « je l'adapte ». Et notamment, je pense que dans la géolocalisation, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction du type de bien ou du type de transaction, plutôt du type de transaction. Si je prends la location, c'est finalement un non-sujet dans la location. On n'a pas la même compétition, je dirais, avec le particulier. Il existe le marché du particulier aussi, mais finalement, ce sont deux ensembles assez disjoints. Et là-dessus, on n'a pas le risque non plus de compétition entre agences de la même façon qu'on peut l'avoir sur la vente. Sur le mandat exclusif, c'est aussi la même chose. Sur le mandat exclusif, on gagne cette exclusivité. Avec cette exclusivité, on a le moyen, pendant une période, de communiquer de manière précise sur un bien et d'augmenter ses chances de transformation à la vente. Et finalement, quelle est la différence avec le panneau à vendre ? Aucune, si ce n'est que le panneau à vendre est encore plus précis puisqu'il indique, dans le cas des villes, l'étage, ce que ne fait pas, par exemple, la géolocalisation précise d'un bien. Et finalement, on pourrait aller plus loin, on pourrait se dire, est-ce que sur les mandats simples, finalement,
c'est pas non plus une crainte qui est dépassée. Ça, c'est le temps qui peut le dire. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, sur le mandat simple, le particulier, pourquoi il ne donne pas un mandat exclusif? C'est parce que soit il veut essayer de vendre par lui-même, par différents outils, soit parce qu'il veut confier son bien à plusieurs agents immobiliers, pensant que par ce biais-là, il va avoir plus de chances de vendre son bien. Donc de toute façon, il ira de lui-même chercher de la concurrence, soit par d'autres agents, soit par le particulier. Et que finalement, c'est peut-être un moyen pour vous de vendre plus rapidement le bien. Mais je dirais à la limite, ça c'est à chacun de se faire sa propre opinion et d'évoluer dans sa réflexion par rapport à ces éléments-là. Ce qui est important en tout cas, c'est de se dire la géolocalisation, elle ne doit pas forcément être oui ou non, on ou off. Elle peut être à géométrie variable, on peut l'adapter en fonction notamment du type de transaction et du type de mandat, c'est-à-dire mandat simple ou mandat exclusif. Il n'y a pas de l'obligation d'être, on peut très bien se dire, je ne vais localiser que mes locations et mes mandats exclusifs, et puis mes mandats simples, je verrai plus tard, je vais déjà appréhender cette technologie, voir comment ça fonctionne, et puis ensuite, je passerai à une étape supérieure peut-être. Tout ça, c'est aussi un changement qui s'accompagne. Récemment, j'avais été à une conférence du CIREMI à laquelle intervenait Jean-Marc Torolion et qui avait parlé de la géolocalisation, justement. Il avait dit que la géolocalisation de nos offres est une idée qui progresse chez les professionnels et nos clients l'attendent. Et cette idée qui progresse chez les professionnels montre la nécessité d'un accompagnement, d'une conduite du changement, d'un défi de l'adoption. Ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça s'adopte. Il faut que chacun y trouve son bénéfice et voilà, il faut l'accompagner. Et donc un des enjeux de tous les acteurs, et notamment d'un acteur comme SeLoger, c'est d'éduquer et d'informer les acteurs sur cette notion de géolocalisation et comment elle peut être bénéfique et comment on peut l'utiliser. Et puis surtout, pour accompagner ce changement progressivement, d'être dans ce que je disais, dans la géométrie variable, dans la modularité, c'est-à-dire de pouvoir gérer finalement sa géolocalisation en fonction des types de biens, enfin plutôt des types de transactions et des types de mandats, de pouvoir être capable à la fois de faire une géolocalisation précise, mais aussi de savoir gérer ce qu'on appelle une géolocalisation partielle. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ce bien est à tel endroit précisément, mais ce bien est dans telle zone précisément, mais c'est une zone suffisamment floue pour ne pas dire où est exactement le bien, mais suffisamment précise pour correspondre à une attente du consommateur. Et cette localisation derrière, elle apporte une information aussi très riche pour l'utilisateur. Être capable de lui dire quelle est la distance par rapport à une école, quelle est la distance par rapport au transport en commun, quelle est la durée de trajet par rapport à son travail, etc. etc. C'est-à-dire que tout cela ouvre des portes qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer la relation entre l'utilisateur et le professionnel de l'immobilier. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la géolocalisation. Simplement dire que c'est un changement technologique majeur qui va être fortement actif dans les mois à venir et surtout que notre enjeu en tant que profession, c'est de l'adopter et de l'embrasser. Merci.